Y a-t-il des esprits ici qui veulent entrer en contact ? Non, répond une voix. Non, répondit-elle. Mon bras me démange. J'ai des picotements avec une sensation de brûlure, dit-elle en le montrant à la caméra, très probablement pour ses téléspectateurs. Est-ce qu'il vient de toucher mon bras ? A-t-elle demandé. Je suis ravi que vous puissiez ressentir cela, a dit une voix menaçante provenant de quelque part dans la pièce. La victime s'est retournée aussi vite qu'elle le pouvait. La pièce était sombre, ce qui ajoutait un effet effrayant à son enquête paranormale, et nous pouvions à peine distinguer ceux qui parlaient. Mais Anna et moi savions exactement qui était là. C'était Stitch, aucun doute. Enfin nous commencions à en savoir plus sur cette chose. Nous savions maintenant qu'il était bien réel, pas un fantôme ou un démon, ou quoi que ce soit de surnaturel. « Êtes-vous l'entité qui a ouvert mes fenêtres et qui faisait du bruit dans la pièce ?» a-t-elle demandé d'une voix inquiète. « C'est très intriguant que tu ressentes cette démangeaison, » a dit Stitch. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « C'est la partie de ton corps que je regardais, que je souhaite manger. » Stitch poursuivit d'un ton très menaçant. « Et j'en ai l'intention. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle la voix tremblante. « On m'appelle Bull aux Pays-Bas, Carnifex en Amérique latine, Pioveli en Finlande, Baudel en Norvège. J'ai de nombreux noms. J'ai tué beaucoup de personnes. 10 par pays. Vous serez ma 3e ici. Je suis votre pire cauchemar, puis je m'en irai. » Pendant qu'il parlait, la jeune femme a sorti quelque chose de sa poche. On a découvert plus tard que c'était de l'eau bénite. Elle a ouvert la bouteille lentement et en a jeté un peu dans la direction de Stitch. Stitch a ri. La jeune femme s'est relevée du sol, a allumé la lumière et a commencé à reculer vers la porte d'entrée. Nous avons vu que l'eau bénite avait fait fondre une partie de la peau de Stitch en forme de croix. C'était brûlé sur sa peau, comme s'il avait été fraîchement marqué au fer rouge. C'était rouge comme une brûlure, des croûtes se formaient, mais ça n'a pas semblé l'affecter. Pendant que la jeune femme reculait, on a vu Stitch lancer ses chaînes sur elle. Elles se sont enroulées autour de son bras et ont déchiré sa peau. Le bruit de craquement était dégoûtant, alors que son bras était arraché de son orbite et que la peau était déchirée. La caméra a atterri sur le sol. Nous avons entendu des chaînes s'entrechoquer et la jeune femme crier. Puis, nous avons vu que son bras n'était plus là. Le sang coulait à flots et nous pouvions voir son omoplate dépasser de sa chair sanglante. La femme hurlait, tandis que Stitch riait de plus en plus fort, comme il le faisait toujours. Alors qu'elle était étendue sur le sol, Stitch l'a contemplée. Elle a essayé de ramper, a attrapé un morceau du plat précédemment cassé et a essayé de l'utiliser comme une arme. Elle a poignardé le bras de Stitch, de part en part, comme une substance visqueuse. Des morceaux de chair et de sang sortis de l'autre côté de son bras, dégoulinant et atterrissant sur le sol. C'était plus gore que je ne l'aurais cru possible. Son sang était noir, pourri. Pendant qu'il sointait de son bras, il riait. Il a mis un peu de sang sur ses doigts, avec ses horribles ongles sales, et les a enfoncés dans la bouche de la femme. « Tu ne peux pas me tuer », a-t-il gloussé. Comme pour prouver son invisibilité, il a enfoncé sa main dans sa poitrine et a arraché une de ses côtes. L'os qu'on avait trouvé dans la boîte de preuves, on l'a supposé. La femme a crié de terreur. « Pourquoi tu me hantes ?»« Je ne te hante pas. Je vais te tuer, te découper en morceaux et utiliser ta chair pour refaire la mienne. Es-tu un fantôme ou un démon ? Non, je suis réel. Je suis celui qui fait peur aux gens. Je ne me cache pas sous les lits ou dans les placards. Je vous observe. J'aime voir le visage de mes victimes pendant que je les étudie. » Il a fait une pause et l'a regardé. Il a souri. « Tu as peur. Je peux le sentir. Je peux le goûter même. » Il a caressé l'endroit où se trouvait son bras et a léché le sang sur ses doigts. Elle a essayé de s'enfuir, mais Stitch lui a enfoncé les doigts dans les yeux et a tenu sa tête comme une boule de bowling. Elle continuait à crier. Stitch riait plus fort qu'elle ne criait. Il a retiré ses doigts de ses orbites et a pris sa côte pour la planter dans son crâne. Sa tête est tombée sur le sol. Ajoutant l'insulte à la blessure, Stitch a enfoncé sa main dans sa poitrine et lui a arraché le cœur pour le manger.
Puis il s'est levé et a attrapé son bras arraché. Il enfonça ses doigts dans sa bouche et les mordit. Le bruit des os broyés résonne dans nos oreilles. Je pouvais entendre Anna frémir à côté de moi. Mais Stitch n'avait pas fini. Il a enlevé les doigts de sa bouche et les a mis dans celle de la jeune femme. Il est parti, la laissant sur le sol. Sa tête a roulé sur le côté et ce qui restait de ses cheveux est tombé sur le sol. Il y avait du sang partout, imbibant le tapis. Ses doigts sortaient de sa bouche. J'ai regardé Anna. On aurait dit qu'elle avait pleuré. Elle agissait comme si elle pouvait supporter tout ça, mais je ne pensais pas qu'elle le pouvait. « Je rentre à la maison », a-t-elle dit. Elle s'est levée et a quitté la pièce rapidement. Je pensais qu'elle avait besoin d'être un peu seule, alors j'ai décidé de rentrer chez moi. Mais avant que je puisse partir, John est entré en courant dans le bureau, ébouriffé. « Je suis désolé, je suis en retard », a-t-il dit. « En retard ?» j'ai dit. « Il est 3 heures, John. Tu aurais pu tout aussi bien ne pas venir. »« Je sais, mais j'ai trouvé quelque chose. Et j'ai pensé que cela allait t'intéresser. Où est Anna ?» Il parlait vite, comme s'il paniquait. « Elle est rentrée chez elle, plutôt. Vas-y, dis-moi tout. » Je n'avais pas vraiment envie d'entendre ce qu'il allait dire. Mais l'information pourrait nous aider à arrêter ce type. Alors j'ai écouté. Il n'a pas seulement tué 3 personnes, il en a tué une centaine, probablement plus. Il est connu dans le monde entier, comme dans les vieux contes populaires. Tu sais, ces histoires stupides pour faire peur aux enfants, afin qu'ils soient sages. Je pense que c'est ce que Stitch est censé être. Il a des noms différents partout, mais ils se traduisent tous par bourreau. Bull signifie boucher en hollandais. Cette chose me semblait familière. À l'université, j'ai suivi des cours de mythologie, et nous avons parlé de lui, a-t-il dit. Il n'arrêtait pas de bouger ses mains dans tous les sens, et avait du mal à rester immobile dans l'embrasure de la porte de mon bureau. John est diplômé d'une bonne université. Je me suis dit que c'était une piste comme une autre. J'ai pris des notes pour pouvoir appeler Anna plus tard et tout lui raconter. « Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut arrêter, Ryan, » a-t-il dit désemparé. « Pourquoi ?» j'ai demandé. « Il fait ça depuis la nuit des temps. Avec toutes ces histoires et ces meurtres partout dans le monde, qu'est-ce qui te fait penser qu'on peut l'arrêter ?»« Nous devions essayer, ai-je dit. C'est notre travail de détective. Nous devons l'empêcher de tuer d'autres personnes. Je me fous qu'il ait fait ça pendant des années. Son règne se termine, maintenant. »« Ok, » a dit John. Il a enlevé le bonnet qu'il portait sur sa tête et l'a fait tourner dans ses mains. « Mais comment ? Je ne sais pas. Tu veux rester chez moi ce soir ? Peut-être qu'on pourrait essayer de l'appâter d'une manière ou d'une autre. Il doit bien y avoir quelque chose à faire, ai-je dit. John s'est assis à côté de moi et nous avons commencé à faire des recherches. J'ai essayé d'appeler Anna pendant qu'il travaillait, mais elle n'a pas répondu. Elle n'est pas venue travailler le lendemain non plus. John est venu chez moi après le travail. Nous avons décidé de faire des recherches en espérant trouver une piste sur cette chose. Nous avons quitté le bureau vers 17h et nous nous sommes retrouvés chez moi vers 20h. On a traîné pendant quelques heures, parlant de tout et de rien tout en grignotant un morceau. Cela nous a fait du bien de nous vider la tête de cette affaire. On a commencé à faire nos recherches vers 23h et après quelques pages visitées, nous sommes tombés sur une communauté Reddit qui justement parlait de cette chose, ressemblant fortement à Stitch. Il y avait des posts en norvégien, d'autres en allemand et pas mal en anglais. Un utilisateur William66 que l'on nommera Will, a créé un post mentionnant avoir compilé toutes les informations concernant les origines de Stitch, notamment l'essence de ses noms dans différents pays. Nous avons pris contact avec lui par message privé et l'avons demandé s'il avait plus d'informations sur Stitch. Il a répondu oui, et nous avons prévu d'organiser un vidéo chat prochainement. Nous avons aussi remarqué un autre post très long, écrit dans une langue très ancienne. Le lendemain, nous avons pris contact avec un expert en langue du monde que je connaissais à l'université et qui travaille maintenant pour l'armée. Nous lui avons demandé de traduire ce post. Le texte était dans une langue très ancienne, une langue que l'on n'entend plus, mais qui existe toujours. C'était en araméen. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est la langue que Jésus-Christ lui-même parlait, une langue aussi ancienne. Pas seulement ancienne, mais antique. L'expert nous a ensuite dit que c'était un dialecte d'araméen et qu'il ne pouvait pas comprendre tous les mots.
a dit que c'était beaucoup plus vieux que nous le pensions. Ce texte était une description de Stitch et de ses rituels. Stitch aimait l'automutilation. Il se mettait les doigts dans les yeux. Il tirait sur ses paupières dans tous les sens. Il s'épluchait la peau avec un couteau. Il se rasait la tête avec un rasoir, laissant des cicatrices et des entailles sur son crâne chauve. Comme s'il était une sorte de masochiste. Il a été mentionné également qu'il se coupait la peau des genoux et se frappait les rotules avec un marteau. C'est tout ce qu'il a pu en tirer. Nous sommes retournés sur la communauté Reddit et avons continué notre lecture. Un post en allemand raconte qu'il prenait un plaisir à se faire du mal et à en faire aux autres, ce qui a engendré leur mort. Il aimait prendre des parties de leur corps. Il prétendait être marié avec elles. Un post en norvégien disait qu'il donnait les parties du corps à Satan lui-même pour ses pouvoirs divins. Nous étions surtout à la recherche d'un post concernant une victime qui a survécu à Stitch. Malheureusement, on n'a rien trouvé de cela. Un post en chinois expliquait comment il enchaînait l'âme de sa dernière victime à lui-même et la conduisait personnellement aux portes de l'enfer. Donc une fois que vous étiez sa victime, vous l'étiez pour toujours. Enfin, un vieux post mentionnait comment cette chose était morte. Elle était humaine autrefois. Après avoir accompli des actes monstrueux, il a été condamné à mort. Il a été tout d'abord écartelé par des chevaux déchirant tous ses membres. Ensuite, ils l'ont donné aux chiens sauvages, qui ont réduit ses chairs en bouillie. Ils ont ensuite laissé le corps pourrir. Ils sont revenus une semaine plus tard, et le corps avait disparu. Pas même une trace de sang. Pendant la nuit qui suivit, alors que tout le monde s'apprêtait à se coucher, ils ont entendu des plaintes d'animaux. Ils ont trouvé des chiens avec l'estomac ouvert, d'autres coupés en deux. Nous avons supposé que c'était ainsi que Stitch a reconsolidé sa peau. Toutefois, il n'y avait aucune précision à cet égard. John et moi sommes devenus très curieux par ces personnes donnant tant d'informations précises sur Stitch. Nous avons essayé de les retrouver grâce à leur fournisseur d'accès à Internet et à leur adresse IP, mais il n'y avait aucune trace, même pas une trace d'un VPN. C'était l'heure de notre vidéo chat avec Will, et après s'être connecté avec lui, on a commencé à échanger nos infos. Rien n'avait l'air de le surprendre. Il a complété nos trouvailles avec des détails. Nous avons senti que Will allait pouvoir nous aider. Un nouvel œil sur l'affaire est toujours bon. Nous avons ensuite commencé à réfléchir sur la façon dont on pourrait forcer Stitch à se montrer. Nous devions absolument découvrir comment Stitch choisit ses victimes. Si nous pouvions l'attirer pour qu'il vienne à nous, nous pourrions l'attraper et mettre fin à toute cette terreur. Une info revenait sans arrêt concernant Stitch. Il se nourrissait par la peur. En d'autres mots, toute personne ayant peur de Stitch ayant quelque chose localisé par ce dernier. Will a eu une idée. Il s'est porté volontaire de faire une expérience. Il allait conditionner son cerveau en sorte qu'il ait peur de Stitch. Il nous a demandé de lui montrer des photos de scènes de crime par la webcam. Je n'étais pas très chaud de laisser Will faire cette expérience. C'était très dangereux après tout. Will a insisté disant qu'il savait très bien ce qu'il faisait et qu'il arrêterait immédiatement s'il sentait un danger. J'ai fini par accepter et nous lui avons montré quelques-unes des photos les plus horribles des victimes de Stitch. Il n'a pas fallu longtemps avant que Will ressente une vraie peur envers Stitch. Quelques minutes plus tard, il a commencé à entendre des bruits et des chuchotements. Nous pouvions l'entendre par la webcam. Nous savions que Stitch était proche. Will a fait un tour des pièces de sa maison et a remarqué que sa fenêtre près de l'entrée était ouverte. Will s'est assis là, dans l'attente. Nous étions tous à l'écoute. Puis nous avons entendu encore un bruit. Il a dit que cela venait de son couloir. Nous lui avons dit d'aller dans son placard ou sous le lit, d'aller n'importe où, de se cacher. Prends la caméra avec toi au cas où, essaye de le filmer, je l'ai encouragé. Juste avant qu'il aille se cacher, je lui ai dit de se reconditionner et d'arrêter d'avoir peur. Tu n'as plus peur. Stitch n'est pas réel. Il n'existe qu'à travers la peur. Dis-toi bien cela. Il est allé se cacher dans son placard. Nous ne pouvions rien voir. Nous sommes restés assis, à regarder l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre, et je me sentais très tendu. J'étais sur le bord de mon siège. John et moi l'étions tous les deux. Les bruits sont devenus de plus en plus forts, tout comme la voix. Comme d'habitude, Stitch se parlait à lui-même. La porte de la chambre s'est ouverte. Stitch est rentré,
et s'est tenu au milieu de la pièce. Il est resté là pendant environ 20 minutes. Puis, sans raison, il s'est mis à rire, de plus en plus fort. Pendant qu'il riait comme un fou, une sorte de liquide a jailli de sa bouche. Nous avons supposé que c'était du sang. Alors que le rire devenait de plus en plus fort, Will s'est mis à paniquer. Il a commencé à nous dire qu'il avait trop peur et qu'il n'arrivait pas à se contrôler. « Chut, tais-toi, n'aie pas peur, il ne peut pas te faire de mal », je lui ai répondu. Stitch a tourné la tête et a regardé directement vers le placard entrouvert et par conséquent dans la webcam. Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine. Will tremblait à présent. Stitch souriait. John, lui, a crié de s'enfuir. Will a ouvert la porte du placard et a seulement pu faire 2 pas lorsque Stitch a tendu son bras et a attrapé Will par le cou. « À quel jeu tu joues ?» a demandé Stitch, suivi par des rires. « Tu essayes de me piéger ? Comment penses-tu m'attraper ? Tu n'es pas de taille face à moi. Maintenant, grâce à toi, je vais prendre l'âme de ce garçon et le frapper avec mes chaînes pour l'éternité. Je le donnerai à manger à mes chiens, et ce, grâce à toi, Ryan. » Sa voix me donnait la chair de poule. J'avais du mal à croire ce que je voyais. Il s'est approché de la caméra et a penché la tête en avant. « Avez-vous d'autres âmes malheureuses à qui vous voudriez faire jouer ce jeu pathétique ? Se cacher dans des placards ou sous les lits ne vous met pas à l'abri. Je peux sentir votre peur en ce moment. Je peux la goûter, » a-t-il dit en frottant ses doigts sanglants dégoûtants sur sa langue. Stitch a alors fait l'impensable. Il a tendu sa main vers nous. Il a traversé mon écran. J'ai fermé mon ordinateur portable et je pouvais entendre encore son rire qui résonnait dans ma tête. Je viens de me réveiller et je pense que je devrais écrire ceci avant d'oublier. Je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. La paranoïa et la peur ne font qu'empirer au fur et à mesure que l'affaire avance. J'ai fait un rêve vraiment bizarre. J'étais dans un champ, des arbres partout, il y avait des cerfs au loin, et j'entendais des oiseaux gazouiller. Le soleil brillait. Alors que je me tenais là, j'ai commencé à penser à mon enfance. J'avais l'habitude de venir dans un champ comme celui-ci et de jouer avec mes chiens. Ils aimaient jouer à la balle dans l'herbe. Quand elle était très haute, ils aimaient se faufiler derrière moi ou sauter par-dessus l'herbe comme des gazelles. J'étais dans un beau rêve. Mais dès que le soleil a disparu et que les nuages ont recouvert l'air, ce beau rêve s'est vite tourné en cauchemar. Quand les nuages ont couvert le ciel, les plantes étaient mortes, les arbres ont perdu leurs feuilles, l'herbe est devenue brune, les fleurs se sont fanées, les oiseaux sont tombés du ciel. Il y avait une odeur dans l'air que je ne pourrais décrire. C'était si dégoûtant. J'ai regardé tous les cerfs tomber au sol, et je courus vers eux en pensant que je pouvais les aider. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait rien que je puisse faire. Leur chair était déjà en train de pourrir, et les parasites étaient déjà venus manger la viande sur leurs os. Soudain, j'ai entendu un gémissement fort. Il venait de partout autour de moi. On aurait dit qu'il venait des arbres. Il devenait de plus en plus fort, au fur et à mesure que je restais dans ce champ. J'ai vu les escaliers en béton qui s'enfonçaient dans le sol. Je me suis regardé courir. La vue changeait d'interne à externe continuellement. C'était vraiment désorientant. J'ai continué à me diriger vers les escaliers et je les ai descendus à toute vitesse. En bas, il y avait une porte en bois abîmée. Quelque chose me disait que je ne devais pas ouvrir la porte, même si je voulais absolument échapper à ce gémissement, que je devais me forcer à me réveiller et à continuer à vivre ma vie, sans ouvrir cette porte. Mais bien sûr, comme dans tous les cauchemars, votre instinct est ignoré. J'ai ouvert la porte, elle a grincé, et on aurait dit qu'elle allait tomber de ses gonds. Il y avait des griffures partout derrière moi, comme si quelqu'un avait essayé de s'échapper. Il faisait froid quand je suis entré dans le couloir où menait la porte. Un froid glacial. J'ai frissonné. Je ne savais pas si je frissonnais de peur ou de froid. J'ai fermé la porte derrière moi, et les gémissements ont cessé instantanément. Il faisait nuit noire, mais j'ai quand même marché dans le couloir. J'ai essayé de me déplacer rapidement,
mais mes pieds semblaient être en plomb. J'avais l'impression que chaque pas prenait 5 minutes. Ça me rendait fou. J'ai mis mes mains sur les murs pour me guider. J'ai senti des inscriptions sur le mur, mais je ne pouvais pas voir ce qu'elles disaient. J'ai tapoté mes poches pour voir si j'avais mon téléphone portable. Il était bien là. Alors je l'ai sorti de ma poche et quand j'ai voulu l'ouvrir pour éclairer le mur, j'ai reçu un coup sur la main et je l'ai fait tomber. J'ai grimacé et secoué ma main pour faire cesser la douleur. J'ai voulu le ramasser sur le sol, mais il s'est transformé en poussière au moment où ma main l'a touché. Cette poussière était chaude et on aurait dit de la cendre. J'ai remis mes mains sur les murs pour me guider. J'ai senti d'autres inscriptions, mais je ne saurais que plus tard de quoi il s'agissait. J'ai senti un coin et j'ai glissé mes mains sur le mur froid en face de moi. J'ai senti une poignée. J'ai posé ma main dessus. J'ai essayé de pousser ou de tirer la porte pour l'ouvrir. Elle ne bougeait pas. Alors j'ai essayé de la faire glisser et ça a fonctionné. Elle s'est ouverte avec un grand bruit. Je suis entré dans la pièce et j'ai fait glisser la porte derrière moi. L'éclairage était comme celui d'un cabinet médical. La pièce ressemblait à la morgue des hôpitaux. Au milieu de la pièce, il y avait une table en métal, brillante et propre. Le long des murs, il y avait des tiroirs dans lesquels on mettait les cadavres. La pièce sentait fortement le soufre. À côté de la table, il y avait un petit chariot avec divers outils de chirurgie. Je me suis approché avec précaution. J'ai pris le premier outil que j'ai vu, une scie striker. Mon père était médecin légiste, et il parlait toujours de ce genre de choses pendant le dîner, ce que je n'appréciais pas vraiment. La seule fois où je l'ai supporté, c'était lorsque je faisais un stage avec lui, alors que j'essayais de décider quelle partie de la police je voulais rejoindre. J'essayais de me remémorer la façon dont il utilisait diverses scies pour ouvrir les côtes et atteindre le cœur. Je me suis souvenu du sang qui coulait partout, et j'ai laissé tomber la scie sur le sol, oubliant que je la tenais. Elle a heurté le pied du chariot, et tous les outils sont tombés sur le sol. Le métal a cliqueté contre les carreaux du sol. Quand le bruit s'est arrêté, j'ai commencé à regarder le reste de la pièce. J'étais de retour en vue externe. Je me suis regardé déambuler dans la pièce. Mon autre moi regardait dans les tiroirs qui ne contenaient pas de corps. Il a sorti quelques papiers et les a regardés. Tous les dossiers étaient dans une langue différente, mais ni moi, ni l'autre moi ne pouvions dire de quelle langue il s'agissait. Je me suis vu trouver un seul papier en anglais, parlant des meurtres du lac Bodom. Je me souviens avoir utilisé Google sur cette affaire il y a quelques années, par curiosité, parce que l'un de mes groupes préférés portait le même nom. Personne n'a jamais trouvé qui les a commis. Peut-être que Stitch était aussi derrière ces attaques. Et soudain, je me suis retrouvé en vie normale. J'ai commencé à entendre des coups et des gémissements. J'ai regardé dans la pièce, et j'ai vu les tiroirs qui tremblaient. J'ai entendu des personnes qui suppliaient qu'on les laisse sortir. J'ai commencé à paniquer. J'ai couru vers un coin, et je me suis assis par terre. J'ai bouché mes oreilles et fermé les yeux, espérant que le bruit s'arrête. Et ça a marché. Mais ce n'était pas un silence rassurant. C'était même effrayant. Le silence a duré ce qui m'a semblé être une éternité, jusqu'à ce que le fort gémissement provenant du champ recommence. Je me suis dirigé vers la porte coulissante, en essayant de trouver un moyen d'y échapper à nouveau. J'ai ouvert la porte, mais je ne pouvais rien voir. Mes yeux étaient encore en train de s'adapter à l'obscurité du hall. Quelques secondes après, j'ai aperçu Stitch, debout, au bout du couloir. On ne pouvait voir qu'un de ses bras. Il a fait un pas en avant, puis je l'ai vu tenir ses chaînes derrière son dos. « Tu essayes de te cacher. Où suis-je ? Nous sommes à l'intérieur de tes souvenirs. Pourquoi ? Je veux détruire tes meilleurs souvenirs. Je me nourris de la peur et de la colère. J'ai tué les animaux et rendu le ciel gris. Maintenant, regarde derrière toi et ressens encore plus la peur. » Tout à coup, il y a eu une odeur de chair pourrie et de sang dans l'air. Je me suis retourné lentement. En me retournant, j'ai glissé et me suis cogné la tête sur l'un des comptoirs. J'ai mis ma main sur ma tête pour soulager la douleur et j'ai fermé les yeux. Quand je les ai ouverts,
J'ai regardé mes mains et elles étaient couvertes de sang. J'ai regardé le reste de la pièce et le sol était inondé de sang. Des papiers recouvraient le sol. J'ai regardé les tiroirs à cadavres et j'ai vu qu'ils étaient tous ouverts. Les cadavres qui s'y trouvaient étaient assis sur leur lit métallique, souriants, avec des yeux morts et un teint très pâle. L'un d'entre eux avait une blessure par balle sur la tête, un autre avait la gorge tranchée, un autre était gravement brûlé. Leur sourire était figé, comme des mannequins. Je me suis retourné pour regarder Stitch à nouveau. Son bras était toujours plié en arrière. Voici ma dernière victime. Il a attrapé ses chaînes avec ses deux mains. Il a secoué quelqu'un brutalement. Alors que la personne s'est levée, Stitch lui redonne une secousse par le cou encore plus brutale. Il a hurlé de douleur. Il a atterri juste en face de Stitch. Il y avait une chaîne autour de son cou, contenant des fils barbelés qui maintenaient la chaîne accrochée à son cou. Les plaies suintaient du sang. Ses jambes étaient cassées au niveau du genou, son fémur dépassé. La peau et les muscles étaient déchirés et saignaient toujours. De sa lèvre inférieure à la moitié de son cou, la peau avait disparu. On aurait dit que le sang suintait de chaque pore de son corps. Il était tellement amoché. Certaines de ses dents étaient manquantes. Ses cheveux avaient été arrachés par poignées de main. Ses bras et sa poitrine étaient couverts de griffures. Ses paupières étaient manquantes. Ses yeux étaient ratatinés. Il manquait des morceaux de son visage, ainsi que le reste de son corps. « Vous savez qui je suis ?» a dit la victime de Stitch. « Non, je ne sais pas », ai-je dit doucement effrayé. « Si, tu le sais. Tu m'as regardé me faire enlever, Will. » C'est alors que j'ai compris. J'ai reconnu ses cheveux bruns courts et foncés, légèrement bouclés. J'ai senti une crise de larmes arriver et je les ai retenues. Soudain, Will s'est détaché et a commencé à bondir vers moi. Il courait sur ses poings comme un singe. Tout en courant, il poussait des cris à glacer le sang. Terrifié, je suis tombé en arrière et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'au coin de la pièce. J'ai claqué la porte et dès que le son a résonné dans mes oreilles, je me suis réveillé. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru. « Il faut que tu te réveilles, Ryan. C'est l'heure de prendre le petit déjeuner. » Je me suis retrouvé dans ma chambre d'enfant, blotti dans mes draps Scooby-Doo. Je me suis retrouvé et j'ai vu ma mère qui me regardait. Avant que je puisse lui répondre, Stitch est arrivé derrière elle. Il l'a surplombée. Il portait une chemise bleue boutonnée et un pantalon. Il a posé sa main sur son épaule. Elle en a fait de même. « Chérie, il faut se réveiller. Allez, Ryan, a-t-elle dit. « Réveille-toi, fiston. » Stitch jouait le rôle de mon père. Mais ma mère ne voyait même pas que mon père n'était pas là. Elle ne pouvait pas savoir ce qui l'attendait. Stitch l'a empoigné et a complètement décaloté sa peau exactement comme un lapin. Puis il s'est mis à rire. J'étais pétrifié de terreur. Et même avec sa peau en moins, ma mère était là, souriante. Ensuite, il a déchiré sa peau en deux. L'arrière de sa peau a atterri sur le sol et il a brandi l'avant devant lui. Il a mis ses yeux là où les siens devaient être et l'a porté comme un masque. « Bonjour bébé », a-t-il dit se moquant de la voix de ma mère. Il a passé sa langue à travers ses lèvres et l'a agité comme un enfant et a commencé à rire encore plus fort. Pendant tout ce temps, ma mère restait là, la chair à vif, à me regarder. Stitch a laissé tomber le reste de sa peau sur le sol et a attrapé les veines de ses chevilles et de ses poignets. Il les a enroulées ensemble et l'a fait pivoter, ses pieds touchant ses mains. En la faisant tourner, son sang a giclé dans toute la pièce. J'ai presque vomi. J'ai essayé de me lever et de m'enfuir, mais avant que je puisse atteindre la porte, Stitch m'a poussé contre la fenêtre. Un morceau de verre brisé m'a entaillé le dos. Je me suis alors réveillé pour de bon, trempé de sueur.